Voilà, parfait. Ok, on est prêt. Bonsoir à tous. Vas-y, Alazar, je te mets le son. Dis-nous bonjour. Bonsoir à tous. C'est absolument parfait. Eh bien, Alazar nous revient une cinquième fois, je crois, pour nous parler de Kaiser Reich. Je crois, hein, il y en a eu deux l'an dernier, deux cette année déjà, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 2 sur la première, 2 sur la Grande Guerre et 2 sur la Russie. Exactement. Donc comme d'habitude, mes plus chauds remerciements aux intervenants. Vous êtes un des piliers de cette communauté, vous êtes formidables. Vous n'êtes pas nombreux, mais formidables. Et par ailleurs, ouais, je te présente mes excuses, je l'avais pas fait en temps et en heure, mais tu as servi un petit peu de variable d'ajustement pour des vidéos qui ont été reportées sur des mercredis, je ne sais plus lesquels, mais voilà, on a dû décaler un petit peu cette réception une fois ou deux, peut-être deux. Mais bon, c'est un peu 2 fois, plus, je crois. ouais, deux fois. C'est un peu plus simple quand il n'y a qu'une personne par rapport à, voilà, quand il y en a deux ou trois, c'est plus compliqué. Donc je priorise celle où il y a plus de gens pour voilà, les avoir. Hein. C'est un petit peu plus simple quand t'es tout seul et que voilà, il y a moins de gens à concilier. Donc voilà. J'en profite pour renouveler mon invitation réception. Je suis libre à partir de juin, donc le message est passé. Mais il est important, c'est un peu le secteur en souffrance de mon travail. En même temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, nous sommes de retour dans cet univers alternatif. Alors, j'ai pas eu autant de temps que j'aurais voulu pour regarder tout ça, mais comme d'habitude, j'en ai pris connaissance quand même assez largement. Et puis, c'est pas ta faute. Là, pour le coup, tu m'as envoyé le boulot en avance. Mais voilà, il y a tellement de trucs à faire en même temps que je suis content de gratter 15 minutes par-ci par-là pour les réceptions. Et puis, en plus, j'ai été malade en début de semaine, malheureusement, donc j'étais un peu out. Donc comme tu l'as dit dans les vidéos précédentes, on a vu cet univers dans son basculement au cours de la Première Guerre mondiale, la guerre Mmh. civile russe et le régime différent qui en découle avec la victoire des armées blanches, qui est aussi un des grands changements de cet univers. Et puis ensuite, effectivement, comme tu l'as dit, tu nous avais présenté le cours des événements en Russie pour en arriver jusque 1936 dans cet univers qui est sans doute, au-delà de son aspect vidéoludique qui peut être vu avec condescendance par certains, à juste titre pour ceux qui sont pas dans cet univers-là, bon, ça reste un des univers les plus développés de l'Uchronie quand même, hein, il faut l'avouer, je pense qu'on peut le dire. Du coup, À l'heure ici... actuelle, oui. Pardon. À l'heure actuelle, oui. Ouais, je pense quand même, je pense que quand tu réunis tout ce qui a pu être fait dans l'Uchronie, il y a pléthore de choses, mais ça reste un univers quand même là assez gigantesque avec son encyclopédie, tous ces trucs, tous ces faits qui ont du fond, quoi, auxquels ils ont pensé, qu'ils ont tenté de justifier plus ou moins bien. On en a déjà assez parlé comme ça. Du coup, ici, on change d'endroit, mais pas de contexte, hein, puisqu'on va parler du grand vainqueur de la Première Guerre mondiale, donc l'Allemagne ou le Reich allemand, peu importe, qui soit dit en passant est absolument atroce à jouer. C'est un très mauvais souvenir d'avoir essayé de le La faire. souffrance. Ah ouais, en multi là, c'était une horreur. Donc on va ici couvrir son histoire jusque 1936, forcément différente de celle que nous connaissons, et tu aborderas aussi son aspect militaire et diplomatique pour voir un peu comment évolue ce pays après sa victoire. Et puis si on a le temps, tu vas proposer d'aborder les pays, disons, satellites, soit en gros de la Finlande à l'Ukraine, du nord au sud, si je ne m'abuse. Je Exactement. sais pas ce que tu avais proposé pour la prochaine fois, ou t'avais rien proposé peut-être encore, je sais plus. Pas encore. Ok, je sais plus, on verra de toute façon si voilà, de toute façon si tu fais comme tu veux et puis on verra si ça conclut la série ou s'il y en a encore d'autres. Je sais Mmh. pas non plus si on abordera on va dire les possibilités offertes avec ce Reich de 36 à Si, 45, ouais. si, un petit peu justement, ce sera enfin sur l'Allemagne et puis après ensuite on verra pour l'Europe de l'Est, Ok, quand il y a le temps. pas de problème. Bon bah écoute, ma foi, je pense pas avoir besoin d'en dire beaucoup plus. Il y a déjà eu bah, du coup 4 introductions sur la chose. Pour ceux que ça intéresse, on va pas redire tout ce qui a été dit sur l'Uchronie et ses limites générales. Et donc ici on bascule sur un autre pays sur lequel j'aurais peut-être moins de choses à dire que sur la Russie, parce que même si Quoique. au travers de mes vidéos littéraires et historiques, on a pu voir que j'avais un petit penchant pour les corps francs et la révolution conservatrice, mais je suis pas un grand fan de l'histoire
voilà, de Weimar et du Troisième Reich, donc il y a beaucoup de figures qui me sont complètement inconnues. Enfin, voilà, peu importe, je te propose donc d'y aller sans plus attendre. À toi donc la parole. OK. Bon, on va commencer déjà par, une petite remise en contexte, hein. Donc, tu m'as littéralement ôté de la bouche sur le fait que l'Allemagne est le grand vainqueur de la 1re guerre mondiale. Alors aux côtés de ses alliés certes, mais c'est l'Allemagne qui va, acquérir véritablement sa place au soleil, comme on disait à l'époque. Et l'Allemagne donc sort, vainqueur de cette guerre, renforcée territorialement et surtout cible, on va dire ça, de changements institutionnels assez profonds, vu que, il y a eu une tentative de révolution en 1918, hein, chez nous ça a été, la tentative de révolution spartakiste, donc il a eu lieu mais a été maté, pour aboutir finalement aux réformes constitutionnelles de mars 1920, donc que j'avais un petit peu développé, sur, sur l'après-guerre, sur l'après-Première Guerre mondiale, qui en gros, pour les changements les plus majeurs, rendait le Reichschancellor responsable devant le Reichstag et non plus seulement devant l'empereur, et faisait de même pour les gouvernements des différents États fédérés du Reich, vis-à-vis de leur propre chambre basse dans leur législation. Donc, on va pas perdre de temps, et on va aller directement sur la première ère, on va dire ça, qui voit l'Allemagne Ah, donc ouais, oui, 23. excuse-moi, j'ai cru qu'on t'avait Ouais. perdu. Excuse-moi. Ah, pardon. Ah, si j'ai des petits sauts de son, c'est possible. Je m'en excuse. Non, Ma non, mais connexion a tendance à être un peu instable dernièrement. aucun problème, t'inquiète, on va faire avec. Si c'est juste un petit mot perdu, c'est vraiment pas grave. Alors, donc, vous pouvez voir donc avec la première image, hein, la situation, les gains territoriaux et les voisins de l'Allemagne qui se retrouvent pour la plupart en guerre civile, hein, du moins les voisins directs, parmi les perdants au moins, ce qui va permettre à l'Allemagne de bien sécuriser ses gains et surtout de pouvoir rentrer véritablement dans la période de paix d'après-guerre, dans ce qui a été appelé donc dans Kaiserreich l'ère noir, rouge, or, deuxième image, qui va durer, comme je l'ai dit, de 1920 à 1923. Noir, rouge, or, des trois couleurs, des trois partis principaux qui vont dominer cette période. Donc le plus connu d'entre eux, le SPD, bon ici appelé MSPD, parce qu'il y a eu une séparation avec les spartakistes qui eux ont formé l'USPD. Bon, c'est pas très important. Dont la couleur, vous vous en doutez, est le rouge. Le Zentrum, donc le parti des conservateurs, le parti centriste, qui veut littéralement dire centre, hein, parti des catholiques allemands, de manière générale, dont la couleur est le noir, et le FVP, donc qui peut se traduire par Parti libéral populaire, si je ne dis pas de bêtises, dont lui la couleur est l'or, en bon parti libéral qu'il est. Tiens, d'ailleurs, attends, excuse-moi, je vais mettre le diapo. J'avais oublié. Ouais. Hop, tac. Donc sur la deuxième image pour les élections de 1920. Donc ces trois partis vont être particulièrement importants parce que, vous pouvez en douter, ils vont dominer, au moins pendant 3 ans, le paysage politique. Donc sur 445 sièges, on va en avoir 110 qui vont être raflés par le MSPD, 100 par le Zentrum et 64 par le FVP. Donc vous pouvez les voir hein, sur l'image. Ce sont donc le jaune pâle, c'est le FVP, le rouge brillant, le MSPD et le noir, le Zentrum. Donc qui en gros s'étendent de la gauche au centre. En partie plus petit, on a le NLPD, donc le parti traditionnel des nationaux libéraux, en jaune plus orangé, on va dire, à droite du Zentrum, avec 41 députés. Le DVLP, donc le parti d'extrême droite des nationalistes allemands,
Je crois que c'est le parti du peuple allemand ou quelque chose comme ça dans sa traduction littérale. Deutsche Volk, Landpartei, quelque chose comme ça, j'imagine, un truc dans ce genre, le parti du peuple et de la terre allemande, une connerie comme ça. Enfin, j'en sais rien, je fais avec les initiales, hein, je ne sais pas, mais ça serait pas étonnant. Ouais. Ouais, c'est ça, ce serait pas étonnant, ouais, merci. Euh, donc, parti qui émerge pour la première fois. Et le dernier parti important, donc qui est indiqué hein, comment dire ça, en cyan, ouais, on va dire ça en cyan, à l'extrême droite justement de l'échiquier. Et le dernier parti important qui est l'USPD des Spartakistes avec 24 sièges en rouge foncé, à gauche, cette fois-ci, des sociaux-démocrates. Donc, cette chambre va voir justement l'émergence d'une coalition entre les trois partis principaux que j'ai mentionnés, qui vont se mettre d'accord pour mettre en place une politique libérale et de libéralisation de manière générale, donc libéralisation au sens politique du régime et de sécurisation des acquis de la réforme constitutionnelle de mars 1920. Donc pour ça, ça va être Wilhelm Heinrich Solf, donc image 3, qui va être nommé Reichschancellor. Donc c'est en tant que non partisan, il est affilié à aucun parti. Et c'est un libéral. Cependant, c'est tout de même un politicien assez âgé à ce moment-là et dont les pratiques sont marquées par la tradition parlementaire allemande de l'avant-guerre, ce qui va aller en posant quelques soucis. Donc son mandat, oui on va dire ça, son mandat va durer pendant 2 ans, de 20 à 22, et ses principales réalisations, ça va être donc la mise en fondation de l'Union économique, centrée autour de l'Allemagne, la Mitteleuropa, que l'on verra un peu plus tard. Donc avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, les pays satellites de l'Allemagne ou proches historiquement de celui-ci, de celle-ci, comme le Danemark, la Suède ou encore les Pays-Bas, et à terme d'autres pays comme l'Espagne ou l'Empire ottoman. Donc ça va poser les bases tout d'abord sous la forme d'une union douanière commune, avec certaines douanes nationales qui sont maintenues sur des produits pour en fait encourager une protection mutuelle contre la concurrence internationale et extra-européenne. On a aussi le renoncement à un projet de découpage des frontières polonaises qui était dans les cartons durant toute la guerre. L'idée était en fait d'annexer des comtés, on va dire ça comme ça, des bouts de terre du royaume du Congrès, donc le royaume de Pologne qui était uni à la Russie, pour y installer des familles allemandes, bien sûr annexer ce territoire au royaume de Prusse au sein de l'Empire, et pour en gros faire une petite colonisation locale. Ça a finalement été annulé pour essayer de construire un État polonais un peu plus stable et un peu plus loyal, ce qui va aller faire enrager notamment les nationalistes du DVLP face à ce renoncement. Et on va avoir les premières tentatives de réconciliation avec donc la Commune de France, donc France qui a basculé syndicaliste, le Royaume-Uni qui est encore là, et la Russie qui va sortir petit à petit de sa guerre civile avec les Blancs victorieux. Ça va être la crise de Haute-Savoie, que je ne crois pas avoir mentionné, enfin quoique si, je l'avais mentionné à la fin de... Je ne sais. Ah dans les oui, oui, suites, oui. ouais, dans les suites de la Weltkrieg, où en gros la Suisse va s'emparer de la Haute-Savoie suite à des émeutes qui vont lui faire craindre une contagion révolutionnaire sur son territoire. Et on va passer pas loin de la guerre entre la nouvelle commune de France et la Suisse. Et l'Allemagne va intervenir
pour apaiser la situation et en profiter pour établir les premiers contacts diplomatiques avec la Commune de France, en mai 1920. Cependant, malgré ces réalisations tout de même qui vont s'étaler sur 2 ans, hein, on a les débuts, on a des débuts de politique d'après-guerre et la sortie d'une période de guerre, donc toute la difficile, entre autres, transition d'une économie de guerre à une économie civile. On va avoir des conflits politiques sur notamment la pratique de comment dire ça? La pratique du pouvoir de Solf face au Parlement. Comme je l'ai évoqué, Solf, c'est quelqu'un de l'ancien monde politique allemand et celui-ci a une conception plus autoritaire et selon laquelle, dans son idée, il ne devrait répondre surtout qu'au Kaiser lui-même et pas forcément au Reichstag. Ce qui va créer des tensions avec les partis dominants de la coalition, aboutissant finalement à sa démission en 1922, et notamment sur fond de désaccord entre celui-ci et la coalition quant à des réformes du droit du travail et des questions d'imposition. On n'a pas plus de précision que ça, mais on peut se douter que ce sont des sujets assez épineux, surtout entre un parti social-démocrate, des sociaux-libéraux et des conservateurs catholiques. Déjà qu'ils arrivent à s'entendre, c'est un petit miracle. Et donc après lui, celui qui va avoir la chance de reprendre le flambeau, image 4, c'est quelqu'un que tu connais un peu plus, Ah bah oui, Monsieur Erzberger. j'ai parlé de son assassinat en 1921 par des hommes de l'organisation Consul dans ma vidéo sur Van Salomon, sur les réprouvés. Parce que dans la réalité, il est déjà mort à ce moment-là, ce bon Mathias. Exactement. Et donc Matthias Erzberger, lui va être chancelier uniquement en 1922 pour quelques mois. Donc il était anciennement secrétaire du Trésor hein, sous le chancelier précédent. Et celui-ci, il va pas avoir une fin aussi tragique que dans la réalité, mais il va tout de même être victime d'attaques assez violentes de la part surtout de politiciens de droite et d'extrême droite. Et son mandat va se terminer après qu'il ait été attaqué en justice par un certain Karl Theodor Elferich, face auquel il perd un procès. Et comble du malheur pour lui, il est reconnu coupable de parjure à l'issue de ce procès, donc Matthias Erzberger, ce qui va le pousser à démissionner de son poste. De fait, dans l'histoire de Kaiserreich, c'est le deuxième Reichschancellor avec le plus court mandat de l'histoire allemande. Il va pas avoir le temps de faire grand chose et il va surtout se faire dégommer. Et il aura accédé au poste de chancelier parce que il était assez proche de l'aile réformatrice du Zentrum, catholique social dans l'idée, et était plus ou moins vu comme un candidat de compromis. Finalement, ça va mettre fin à sa carrière politique et il va se retirer de manière générale de la vie politique, même s'il va continuer à exercer une petite influence sur l'aile amaigrie du Zentrum réformateur. Donc la gauche du centre, si on peut dire. Cependant, cette démission et l'incapacité de trouver un nouveau candidat de compromis pour la coalition va amener à des élections législatives anticipées dès 1923, donc image 5, qui vont recomposer à nouveau le paysage politique. Donc bon, les partis majeurs restent, hein, même si on constate quand même que le DVLP chute assez fortement pour devenir beaucoup plus anecdotique. Et on a un rééquilibrage global vers la droite. Donc le MSPD perd 18 sièges, le Zentrum 17, le FVP 25, au profit des nationaux libéraux qui gagnent 27 sièges, le DKP, donc le Dutch Conservative Party, qui gagne 33 sièges, et le FKP qui gagne 12 sièges. Le FKP qui sont des conservateurs
plus réformateur que les conservateurs du DKP. C'est une nuance, j'imagine, entre des mecs d'Horizon et des républicains aujourd'hui, peut-être, je sais pas. Et donc, ce nouveau parlement et ce nouvel équilibre va amener à la nomination de Arthur Adolf von Posadowski-Wenner, image 6, avec sa magnifique barbe. Belle barbe, effectivement. Ah oui, c'est un potentiel de Père Noël. Hein. Au potentiel de Clodo aussi, mais ouais, effectivement. C'est pas incompatible. C'est vrai. Ça, c'est même, oui, ça va même plutôt ensemble, effectivement. Donc cette coalition qui va surtout s'appuyer sur l'alliance des nationaux libéraux et des conservateurs, donc les conservateurs du DKP et du FKP, avec l'accord tacite du Zentrum, qui, un peu comme les radicaux en France pendant l'entre-deux-guerres, est le parti vital sur lequel n'importe quel gouvernement doit s'appuyer à l'époque. Donc ensemble, ils vont mettre en place une coalition véritablement beaucoup plus conservatrice et vont marquer un changement de politique assez radical. Vu que là, on est rentré dans ce qui a été appelé la résurgence conservatrice, qui ne durera pas très longtemps, vu qu'elle durera de 23 à 24. Mais elle va quand même avoir le temps de voir des changements, notamment vis-à-vis de la construction de la jeune Mitteleuropa, qui va être orientée vers un projet résolument favorable aux intérêts agricoles et des grands industriels allemands, pour justement favoriser ces milieux économiques, au détriment des autres membres de l'Union économique. Elle va voir aussi la mise en place d'une politique agricole protectionniste. Je rappelle que dans la Mitteleuropa, il y a toujours des barrières douanières sur certains produits, notamment les produits agricoles. Et donc l'agriculture allemande se voit protégée dans son précaré, on va dire, par l'instauration de ces barrières douanières. Mais c'est surtout sur la question de la politique internationale que ce gouvernement et cette coalition va se démarquer. On va notamment avoir une première intervention et un retour de la guerre, avec en 1923 la guerre du Rif, donc qui a couru de 1920 à 1924. Donc guerre du Rif, hein, on connaît, l'Espagne a affaire aux Marocains et à Abdelkader. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le sujet aussi. J'ai fait une fois au livre sur la guerre du Rif. D'ailleurs, c'est curieux de voir ce qu'aurait été le comportement d'une France rouge, entre guillemets, dans ce cas de guerre coloniale. La question de l'Empire dans le jeu, enfin dans l'univers, est résolue par cette deuxième France qui se constitue. Je sais même pas quand ni comment d'ailleurs, mais c'est vrai que la question reste posée dans le cadre d'une France très à gauche, quoi. Qu'est-ce qu'elle aurait fait de cet empire colonial? C'est une question. Je ne sais pas. Effectivement. Bah là, pour le coup, la deuxième France, elle émerge parce que le gouvernement républicain fuit en Afrique du Nord. Mmh. C'est pour ça que c'est lui qui garde la main sur l'Empire et sur une bonne partie de la flotte. Donc, la guerre du Rif se passe à peu près pareil, hein, sauf que cette fois-ci, c'est les Allemands qui viennent sauver le cul des Espagnols. On n'a pas de débarquement, hein, pas de débarquement comme l'ont fait les Français, cependant. Mais la Kader préfère finalement se rendre aux Allemands plutôt qu'aux Espagnols, et il est à La Réunion. Oui, ouais. Parce que La Réunion a été récupérée par l'Allemagne, on rappelle. D'accord. Mais c'est le cas, hein. De toute façon, il y avait déjà des liens avec l'Allemagne dès 1914 pour tenter de constituer un foyer d'insurrection. Ils ont eu des livraisons d'armes et compagnie par les Allemands. C'est ce qu'on reprochait d'ailleurs à Abdelkader côté français. Ouais, finalement, Abdelkader se fait taper par un ancien malfaiteur. Ah non. Non. Abdelkader, c'est. Non, je confonds avec l'Algérien. Abdelkader, c'est en Algérie, c'est la conquête, la conquête de l'Algérie, c'est Abdelkrim. Oui, Abdelkrim. C'est Abdelkrim pendant la guerre du Rif. Bon, en même temps, il s'appelle Abdel. Effectivement, ils s'appellent tous Abdel. Mais oui, non, mais c'est pas grave, peu importe. Mais c'est vrai que j'ai même pas tilté. Peu importe, on s'en fout. L'important, c'est de le relever in fine.
Et donc, cette intervention aux côtés de l'Espagne et donc un renouveau de l'intervention militaire marque vraiment un retour de l'Allemagne sur la scène internationale de manière plus active que pendant la période de coalition précédente. Et ça va culminer avec les événements de la Révolution britannique, qui en gros vont voir la chute du Royaume-Uni et émerger à terme l'Union de Bretagne, syndicaliste, qui va marquer la fin de l'isolement diplomatique de la Commune de France. Mais durant les premières phases de cette révolution, eh bien, la question d'une possible intervention aux forces loyalistes, donc fidèles au gouvernement royal, contre les révolutionnaires, eh ben, va se poser en Allemagne. Cependant, la majorité du gouvernement est favorable, mais empêcher donc le vice des Affaires étrangères, Gustav Ernest Stresemann. Je ne sais plus si j'ai mis son image. Non, tu peux mettre l'image 7 aussi. Pas de C'est une souci. petite image voilà, Tac. de gens pas contents. Monsieur Stresemann, donc qui est quelqu'un de très important dans le gouvernement, hein, c'est après le chancelier, va s'exprimer à titre privé favorable à l'intervention contre les syndicalistes, à la controverse Stresemann, qui va être reprise dans la presse. Et bien que ce ne soit pas sa position, enfin, ces déclarations n'aient pas été faites en tant que secrétaire des Affaires étrangères, eh ben, elle va être, vu sa place dans le gouvernement, elle va être interprétée comme une position officielle, et on va avoir droit à une grande campagne de presse. Le gouvernement est contre une possible intervention dans la crise britannique, marquée par des grèves et des manifestations contre la guerre un peu partout dans le pays. Ça va tellement être le bordel que Stresemann va devoir faire des excuses officielles et le gouvernement va littéralement se décomposer et finalement démissionner, menant à nouveau à des élections anticipées le 9 novembre 1924. Donc finalement, le retour des conservateurs n'aura pas duré très longtemps. Et l'ironie aura voulu qu'il soit tombé à cause de syndicalistes. Salut Bon, Dargos, pas de chez eux. je dis bonjour. Pas de chez eux, mais tout de même. Et donc, on de 1924, image suivante, qui voit un rééquilibrage, encore une fois, et une stabilisation véritablement de la vie politique pour la période à venir. Les couleurs me perturbent. On dirait, j'ai le drapeau belge en face de moi à chaque fois, je suis perturbé. C'est le rouge, jaune, noir, c'est atroce. J'ai l'impression d'avoir les Belges en face de moi tout le temps. Mais Les Belges au Parlement. Ah oui, ça aurait été beau. Il ne doit pas y avoir beaucoup de Belges, à part pour la région de la Belgique, la petite région que les Belges ont récupérée à la fin de la Première Guerre pour chez nous, mais bon. Donc cette élection est marquée par le retour en force du SPD. Donc cette fois-ci, on n'est plus sur le MSPD, hein, mais sur le SPD qui s'est réuni avec les Spartakistes. En gros, les Spartakistes, la situation était pas favorable, c'était qui était au pouvoir, et donc il valait mieux s'unir face aux réactionnaires et ce genre de choses. Du coup, ils sont retournés avec les copains sociodémocrates pour reformer le grand SPD, qui va récupérer 30 sièges pour culminer à 122 sièges. Le Zentrum, lui, va remonter à 92 sièges, et le FVP va regagner un petit peu de force en remontant à 55 sièges. Cependant, la chute est surtout brutale pour les nationaux libéraux qui perdent 28 sièges et finissent à 40. Les conservateurs, courant principal on va dire, descendent à 49 sièges, et les conservateurs réformateurs, on va dire, du FKP, descendent à 10 sièges. Mais c'est pas suffisant pour mener à la formation à nouveau d'un gouvernement sur le modèle de la coalition noir-rouge-or. Parce qu'entre-temps, changement de politique
des changements de politique au sein des divers partis. Alors, outre fait le changement principal, c'est surtout qu'au sein du Zentrum, euh, il dit qu'ils étaient plus partisans à l'idée d'une coopération avec la droite plutôt que la gauche et surtout coopérer avec le SP. Donc fatalement, ça rend compliqué la création d'une nouvelle coalition avec le SPD qui est comme dans la réalité hein, après les élections de 1913, je crois, dans la réalité, qui étaient les dernières, avait vu le SPD, le premier parti d'Allemagne. Et va amener au retour d'un bonhomme qu'on connaît bien, enfin, qu'on connaît bien. Ah, t'as des petits problèmes de connexion. Là. Ah. Au pire, ce que tu peux faire, c'est ce qu'on avait fait pour Hidalgo, c'est de passer éventuellement en push-to-talk. Ça peut régler le problème en cas de souci de ce genre-là de connexion. On avait eu la même chose avec Hidalgo, et ça avait stabilisé la problématique de voix robotique et de coupure. Mais bon, on peut déjà continuer, on verra, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Alors, je vais voir. Ça. Je fais un petit changement. Oh, vas-y. Alors, est-ce que c'est mieux? Mais écoute, on va le voir à l'usage, vas-y. D'accord. Donc, est-ce que tu as mis l'image suivante, donc après la nouvelle composition du Reichstag? Tout à fait. Très bien. Donc, est-ce que tu reconnais ce bonhomme? Enfin, bah oui, fatalement, puisque là, j'ai son nom, oui, donc oui, Van Brockdorf Ranzo, oui, effectivement. Sinon, non, absolument pas, je l'aurais pas reconnu du tout. Oui. Bah, du coup, c'est le retour de monsieur Ulrich von Brockdorff-Rantzau, qui avait été, je le rappelle, le chancelier ayant négocié le traité de Versailles, version allemande, et donc le chancelier de la victoire, si on peut dire. C'est un peu Lord Churchill à eux, si on veut. En gros, il est nommé par Wilhelm II pour comme candidat de compromis après la crise du gouvernement précédent. Il y a comme un besoin d'union politique dans une période d'instabilité internationale. Hein. On a le basculement du Royaume-Uni dans le syndicalisme et son empire qui est sur le point de basculer. On va le voir. Et donc, un homme qui a de la poigne, du charisme et une aura favorable auprès de tous les partis, semble être habilité pour gérer la situation. Il va donc mettre en place une grande coalition digne des meilleures années de la fin de l'ère Merkel entre tous les partis, allant du SPD au FKP, donc des sociodémocrates jusqu'aux conservateurs les plus durs, pas le DVLP hein, cependant, pour faire démonstration d'unité nationale. Cependant, cette coalition-là va pas durer très longtemps, elle va s'écrouler au bout de quelques mois, autour d'un noyau dur qui ne va exclure que le parti social-démocrate, donc le SPD. Et cette coalition, des libéraux, des nationaux-libéraux, conservateurs et centristes, va se nommer à terme la coalition de Mars, parce qu'ils vont se retrouver surtout autour de la volonté de préserver les acquis des réformes institutionnelles de mars 1920 et leur pérennisation. Alors ça va pas juste être un gouvernement conservateur qui voudra préserver les acquis de la parlementarisation. Ils vont quand même mettre en place de réels changements. Et c'est comme ça qu'on entre dans ce qui est appelé
l'ère de la coalition de Mars, du moins la première partie de son ère, qui va durer jusqu'en 1931, où la coalition va bien fonctionner et profiter bah, des premières dividendes de la paix, si l'on peut parler ainsi. Et donc, parmi les premières choses que va faire ce gouvernement, c'est notamment, comme je l'ai évoqué, de sécuriser de larges pans de l'Empire colonial britannique qui, à l'occasion de la fuite de la famille royale au Canada et de la défection d'une partie de la Royal Navy et de diverses rébellions syndicalistes, hein, notamment l'Inde, le Raj britannique qui va exploser. On va avoir une rébellion de syndicalistes ayant pour base Calcutta et des princes du Sud qui vont se soulever pour finalement laisser le dominion de d'Inde cantonné à l'actuel Pakistan, hein, à peu de choses près. On va avoir toute cette déstabilisation du premier empire colonial mondial. Et donc le gouvernement allemand va en profiter pour récupérer des territoires britanniques. Principalement, ce sont les territoires africains du Royaume-Uni qui vont se retrouver aspirés dans la Little Africa. Donc je t'invite à mettre l'image suivante. Ouais, c'est fait, t'inquiète pas. Je suis. Merci. Donc en gros, les colonies les plus importantes, hein, le Nigeria et la Côte d'Or, le Kenya, Il et doit y tous avoir l'Ouganda, doit y avoir le Ghana, doit y avoir plein de choses, effectivement, ou à la ouais, c'est ça. carte. Madagascar, ah bah non, Madagascar, non, fatalement, c'était français. Madagascar était déjà en leurs mains. Ouais, effectivement. Et la seule partie qui reste britannique, entre guillemets, c'est la Rhodésie et l'Afrique du Sud, qui bénéficient en fait de la protection du Dominion d'Afrique du Sud, qui va rester fidèle, entre grosses guillemets, à la couronne britannique. Donc les gouverneurs sur place, hein, en fait, se rallient de fait à la domination coloniale allemande plutôt par la négociation. C'est pour ça que c'est un succès diplomatique assez important pour le gouvernement allemand. Il n'y a pas beaucoup d'engagement militaire, c'est surtout en fait des arrangements mutuels. Les gouvernements se mettent sous la protection des autorités allemandes et conservent une relative autonomie, notamment surtout au sein de la Little Africa. Là où par contre ça va être beaucoup plus gourmand et moins autonomiste, si on peut dire, ça va être en Asie, avec l'absorption de la Malaisie britannique par l'Asie de l'Est allemande, dont je ne ferai pas l'affront de prononcer le nom parce qu'il est beaucoup trop compliqué, qui comptait déjà l'Indochine française, et dont la capitale va pouvoir se déplacer à Singapour, et qui va être le quartier général de la flotte allemande d'Extrême-Orient, principalement tournée vers le Japon, comme on aura l'occasion de le voir plus tard. Et donc on a des pans entiers de l'Empire britannique qui se sont effondrés, qui ont été récupérés par l'Allemagne. Et avec ça, l'Allemagne devient la première puissance coloniale mondiale, avec en prime la première puissance navale mondiale, vu que la Royal Navy s'est retrouvée de fait divisée en deux, entre son allégeance à la couronne britannique et à la nouvelle Union de Bretagne, qui reste tout de même une puissance navale très importante. Cependant, la marine allemande souffre de quelques petits problèmes, notamment du fait qu'elles doivent couvrir une grande partie du globe, comme la Royal Navy avant elle. Bref, outre ces développements géopolitiques, sur le plan intérieur, on a des réformes assez importantes, donc des réformes sociales, notamment au travers du plan dit Bauer-Giesbert de 1925, qui va voir la mise en place de la journée de 8 heures, pour les travailleurs, la création d'une assurance chômage,
et d'une agence fédérale pour l'emploi, donc la NPE mais version allemande. Oula, Pôle emploi, voyons. On n'est plus dans les années France, 2000. France Travail France maintenant? Travail aujourd'hui. Oh la vache, Maintenant, putain, France Travail. c'est moi qui suis perdu. France Travail, putain, le nom, bordel. Ouais, ok, soit. Incroyable. Soit. Bientôt France Dette, France Tout. Ah oui, Tout France. ça va être formidable. France Impôt. Et donc, après ça, on a des ouvertures diplomatiques qui se font à la même époque, en 1926 notamment, si vous vous souvenez, bravo à vous déjà si vous vous souvenez, de ce qui se passe en Russie à la même période, parce que 1925, ça marque le début de la Grande Dépression aux États-Unis et l'effondrement économique des États-Unis. Et face à ça, eh ben, la Russie, qui dépendait beaucoup de capitaux états-uniens, va devoir se tourner vers de nouveaux créanciers. Ces créanciers qui vont se trouver non plus à New York, mais à Berlin. C'est de cette situation où vont émerger les accords de Vilnius en 1926, qui vont en gros voir des prêts à taux préférentiels être accordés à la Russie en échange d'une politique douanière favorable pour les productions, productions industrielles allemandes. Je fais en bref. Et ce, pour une durée de 10 ans, euh, sous une durée de 10 ans, qui, si jamais elle devait s'avérer être plus courte, eh bien des sanctions économiques et des réparations devraient être payées, tout ça. Comme par hasard, ça s'arrête en 36. Incroyable, hein. Incroyable. C'est comme si c'était fait pour. C'est beau. Magnifique. Et donc, avec ça, on a une réconciliation, on va dire, un début de réconciliation et d'ouverture vers la Russie à cette période. Encore plus à l'est, on a un événement assez important quand même au niveau régional, alors sur lequel je ne vais pas trop m'étendre parce que c'est extrêmement compliqué, mais en gros, image suivante, on a à la même période l'expédition du Nord, donc de 1926. Dans notre réalité, ça a duré jusqu'en 1928, mais là, ça va durer jusqu'en 27. On va avoir l'expédition du Nord qui va voir en gros le Kuomintang, donc le parti nationaliste chinois créé par Sun Yat-sen et repris en main par Chiang Kai-shek, que vous voyez ici sur son magnifique cheval, qui va lancer depuis sa base dans le sud de la Chine, à Canton, une expédition militaire contre les divers seigneurs de guerre de la Chine pour unifier le territoire et devenir le gouvernement chinois officiel. Ça va bien marcher au début, puis il va y avoir des incidents diplomatiques qui vont ultimement mener à une intervention allemande. De fait, c'était les Allemands qui voulaient intervenir pour briser l'élan du Kuomintang, mais il va y avoir en fait un accrochage avec un navire allemand sur l'un des fleuves chinois, qui va donner aux Allemands l'excuse parfaite pour intervenir en Chine. Ils vont intervenir depuis Hong Kong, où ils avaient des troupes depuis la déstabilisation de l'Empire britannique. C'est un copier-coller de la Seconde Guerre de l'opium. Hein. Un navire, un problème avec un navire et des troupes qui arrivent de Hong Kong, c'est exactement ce qui se passe dans la Deuxième Guerre de l'opium. Mais bon, bref, peu importe. Une nouvelle guerre de l'opium dans l'idée, en effet. Une énième intervention occidentale en Chine. Oui, tout simplement. Et donc les troupes allemandes qui vont débarquer de Hong Kong, Shanghai et Tsingtao vont proprement défoncer les troupes du Kuomintang, qui, si elles s'en sortaient bien contre les milices pourries des autres seigneurs de guerre, ne peuvent pas grand-chose face à des troupes qui ont de l'expérience et du véritable équipement, notamment de l'artillerie. Et ça va aboutir à l'écrasement finalement du Kuomintang en 1927. Chiang Kai-shek va mourir. Alors après une bataille, il va se faire en gros trahir par ses soldats et tuer par ceux-ci. Et donc le Kuomintang va partir en exil avec une branche à Paris et tout ça. Mais bon, on en parlera probablement une autre fois. Et tout ça, ça va mener à véritablement l'intégration de la Chine presque dans la sphère d'influence allemande. En fait, les
les seigneurs de guerre qui ont bénéficié de l'intervention allemande vont accepter un accord pour restaurer la dynastie Tsing, donc qui avait été destituée en 1911 par la révolution de Qinghai. Et donc en gros ça va être le retour de Puyi, tout simplement. Ça va être le retour de Puyi sur le trône. Donc pas l'image suivante, mais l'image d'encore après, l'image 13 s'il te plaît. On va avoir le retour de la dynastie Tsing de manière très officielle en Chine, qui va de fait revendiquer la souveraineté sur l'entièreté de la Chine, sauf une partie qui lui échappe, qui est la Mandchourie, sous l'autorité du seigneur de guerre du Fentiang, Zhang Zuolin, qui lui est plus proche du Japon que de l'Allemagne. Et les deux cliques militaires en fait vont être des moyens de lutte interposés, des proxys, pour Allemagne et Japon dans le coin. Cependant, ces tensions, donc tu peux revenir à l'image précédente, l'image 12, ces tensions entre Japon et Allemagne vont passer pas loin d'exploser, si bien qu'en 1928, les États-Unis, qui sont économiquement moribonds, vont intervenir et proposer leur médiation entre les deux pays, qui va mener au traité de Shanghai, enfin à la conférence de Shanghai plutôt, qui va donner naissance au mandat international des légations, concessions et implantations en Chine. C'est un nom très compliqué, on parle de manière générale de Legation Cities, qui en gros c'est la création d'une entité étatique, légale, qui réunit la quasi-totalité des territoires étrangers en Chine, sauf les territoires de Macao, parce que les Portugais ont refusé de participer à la conférence, et de Tsingtao, qui reste aux mains de l'Allemagne uniquement. Et toutes ces concessions vont s'unir en une entité politique, qui en gros a pour rôle d'assurer l'ouverture économique et commerciale de la Chine. C'est vu notamment par les Chinois comme la manifestation même de l'impérialisme occidental en Chine, et en même temps ils n'ont pas forcément tort. Donc c'est un moment assez important parce que c'est les États-Unis notamment qui ressortent grands gagnants de cette conférence, de par le fait qu'ils ont réussi à gagner une place assez importante dans le commerce en Chine et au sein du conseil décisionnaire de ce nouvel État, cette nouvelle entité, qui se retrouve de fait garantie dans son intégrité par les diverses puissances coloniales, hein. Allemagne, États-Unis, Japon, Autriche-Hongrie, qui sont les membres permanents et principaux du Conseil Delegation Cities, garantissent l'intégrité territoriale de cette entité. La Russie et le Canada, en tant qu'héritier du Royaume-Uni, sont présents en qualité d'État observateur, mais non pas de décideur. Bref, des imbroglios coloniaux en Chine qui amènent à une réorganisation locale. Mais de manière générale, le lore de la Chine a été très développé dans Kaiserreich et c'est un joyeux bordel comme dans la réalité. Donc après cette période très active du début de la coalition de Mars, on va arriver sur une période un peu plus calme, parce qu'à partir de 1928, eh bien, Ulrich von Brockdorff-Rantzau va mourir. Tout simplement, il va mourir en 1928. Et c'est son vice-chancelier qui va lui succéder. Image suivante, s'il te plaît. Son chancelier, qui est monsieur Wilhelm Marx, qui va être chancelier pour les 4 années à suivre. Donc jusqu'en 3 à 4 années à suivre, jusqu'en 1931. À cette époque, Wilhelm Marx, c'est le chef du Zentrum, donc qui indique
la position centrale, sans mauvais jeu de mots, du parti dans le monde politique de les coalitions de mars. Et ça va surtout être une période marquée par peu de remous, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et il va surtout officier en tant que médiateur entre les différents partenaires de la coalition. Ça va être une période assez calme, mais qui va prendre fin en 1931 avec la crise de Creditanstalt. Pardon si je le prononce mal, mais je suis pas sûr si, du nom. si, mon Creditanstalt, le S se prononce plutôt peu importe. Mais en fait, on voit, bon, c'est une période 24-31 qui est un tout petit peu différente, puisque le crack de 29 dans l'histoire a du coup une date aussi différente, mais c'est une sorte, en fait, on voit pendant cette espèce d'âge d'or, entre guillemets, de la République de Weimar. Une fois que la situation économique est stabilisée et que la prochaine crise arrivera, qui est en gros de 1923 à 1930, quoi, pour faire simple. On voit que c'est un petit peu, pas un calque, mais cette espèce de période de stabilisation de la République de Weimar correspond un peu à cet âge allemand là de non-trouble, quoi, en fait, de situation à peu près apaisée et qui se termine un peu de la même façon, du coup. Oui, c'est ça, l'enracinement, on va dire, de la pratique démocratique et d'un certain libéralisme dans le paysage politique, Mhm. Ah ouais, non, mais on voit ça, effectivement. avec les avancées sociales et tout ça. Mais les premiers cracks, du coup, dans la coalition de mars, vont commencer à émerger avec donc cette fameuse crise du Creditanstalt. Donc, pour expliquer brièvement, cette crise, c'est une banque autrichienne, en fait, une très grosse banque autrichienne, qui va, du jour au lendemain, déclarer son insolvabilité, qu'elle ne peut plus payer ses clients, ce qui va provoquer une panique boursière dans toute l'Europe centrale. Et qui va provoquer une véritable récession de l'économie austro-hongroise, une crise agricole en Allemagne. Et d'ailleurs, une réalité du temps, j'en ai parlé aussi, ça me fait penser dans la ville de Van Salomon, hein, le Landverbewegung, qui est pareil, une problématique de crédit et de libre-échange qui conduit les paysans du nord de l'Allemagne au terrorisme et qui filera d'ailleurs sa première région au NSDAP. Mais là aussi, c'est vrai que ça colle assez avec la réalité du temps, puisque c'est à la toute fin des années 20 et au début des années 30. Voilà, pour ceux que ça intéresse, la ville disponible sur cette magnifique chaîne où j'en parle. Tout est lié, incroyable. Mhm. Les magnifiques connexions. Et donc, cette crise économique, enfin cette crise agricole surtout en Allemagne, elle s'explique, ironiquement, par surtout les politiques protectionnistes, enfin du moins elle est expliquée par les politiques protectionnistes mises en place durant le gouvernement conservateur de 23 à 24, qui, en protégeant l'industrie, l'agriculture allemande, a de fait fait prendre un certain retard à cette dernière. Et face aux exploitations agricoles d'Europe de l'Est, en fait, l'Allemagne à l'époque est à la traîne. Et ça se voit à ce moment-là, où on a beaucoup d'exploitations qui sont gérées par des Junkers dans l'ouest du pays, qui accusent un très grand retard par manque d'investissement, mais aussi chez les petits propriétaires qui n'ont pas été capables de moderniser leur exploitation. Et donc ça va provoquer une crise et tout ça avec la concurrence d'Europe de l'Est. Les conséquences en Bulgarie, ça va amener à un certain renfermement du pays, hein, avec la mise en place de politiques protectionnistes pour isoler le pays et tenter de sécuriser l'économie nationale. Le séisme en Pologne va être très important, si bien qu'on va avoir des élections d'urgence qui vont être organisées pour essayer de stabiliser le tout sur le plan politique. Et le malheur des États-Unis ne voulant jamais s'arrêter dans cette ligne temporelle, la crise traverse l'Atlantique et va refoutre un coup dans les baloches à l'économie états-unienne, alors qu'elle n'en est vraiment pas besoin, enfonçant davantage le pays dans la crise économique.
Et donc, suite à ça, ben, Marx va démissionner et on va avoir droit à de nouvelles élections en, en 1931. Donc le 2 août 1931. Image 15 s'il te plaît. Mhm. Donc cette fois-ci, il n'y a pas grand-chose, qui change, hein, même si on peut remarquer, une certaine concentration quand même des partis, hein. On est vraiment sur, 5 partis majeurs, cette fois-ci qui dominent la vie politique. Donc le SPD toujours en première place, hein, avec 110 sièges, le Zentrum à 101 sièges et le nouveau parti libéral populaire, donc qui est la fusion des, sociaux-libéraux, on va dire, et des, nationaux-libéraux, avec 85 sièges, donc qui est ici renseigné en or. Ironiquement, bah, ils vont perdre des sièges à fusionner plutôt que de rester deux partis séparés, mais bon, euh, les arcanes de la politique. Le Parti conservateur allemand, lui, va continuer de chuter après avoir absorbé les conservateurs un peu réformateurs, avec 50 sièges, et on va avoir véritablement l'explosion du DVLP, qui va monter à 54 sièges. Par rapport à l'élection précédente, ils vont gagner 47 sièges, en profitant en fait du climat de marasme économique euh, qui va résulter de la crise. Euh, et on va avoir donc l'établissement d'un nouveau gouvernement. La coalition en place va rester, hein, Zentrum, LVP et DKP, donc l'or, le noir et le bleu. Mais on sent quand même qu'un étau commence à se resserrer, notamment cette fois-ci par la droite, avec la hausse du DVLP. C'est donc, image suivante, Johann Heinrich von Bernstorff, qui va devenir chancelier. Donc c'est un libéral, lui, il va être chancelier de 31 à 1934. Et son principal, ce pourquoi il est retenu, on n'a pas grand-chose sur lui et sur son exercice du pouvoir, mais on va surtout le retenir pour, image suivante s'il te plaît, la crise du lac Luban, qui va éclater entre le duché de la Baltique unie, donc l'État puppet de l'Allemagne dans la Baltique, et la Russie, qui, je le rappelle, hein, donc c'est une crise qui va avoir lieu en 1934, donc sur la fin de son mandat, enfin du moins de son exercice effectif. Et en 1934, je rappelle que c'est l'année d'élection à la présidence russe de Monsieur Boris Savinkov, donc celui qui est toujours au pouvoir en 1936 et qui oriente le pays vers une politique ultranationaliste et une véritable fascisation en fait, hein. Tu avais soulevé pendant les deux réceptions sur la Russie que en fait c'était la Russie qui suivait le chemin qu'avait suivi l'Allemagne pour notre réalité, hein, avec une fascisation, une montée de la violence dans le pays et l'émergence d'un homme fort qui va chercher à imposer sa dictature. Donc en gros, bon, je vais pas m'étaler sur cette crise en elle-même parce que en gros, on va avoir des accrochages entre des troupes du duché de la Baltique unie et des troupes et russes. Accrochages qui sont surtout le fait de petits commandants locaux et de tensions qui existent au sein du duché de la Baltique unie avec des indépendantistes euh, lettons et estoniens qui sont soutenus en sous-main par la Russie. Et en gros, on va passer très près d'une escalade militaire, mais qui va être évitée grâce à la gestion du chancelier allemand. La situation va être résolue, il va pas y avoir plus de casse que ça, mais les changements sont surtout à noter en interne, parce que derrière les apparences diplomatiques, on a eu tout un jeu d'influence, notamment au sein de l'état-major allemand qui s'est joué à ce moment-là, et qui consacre, image suivante, la montée d'un petit bonhomme important pour les années à venir,
Donc Kurt Ferdinand Friedrich Hermann von Schleicher, qu'on abrège en Kurt von Schleicher. Oui, qui est l'homme dans les faits du rétablissement de la Reichswehr à la fin des années 20 et puis qui finira assassiné pendant la nuit des longs couteaux et qu'on accuse d'avoir favorisé la montée au pouvoir d'Hitler dans certains milieux, mais on s'en branle et de toute façon il y laissera la vie, donc peu importe. Oui, c'est ça. Bah, il fait partie de ces personnes comme Papen qui s'est retrouvé accusé d'avoir tenté de les manipuler et qui se sont fait avoir exactement, ouais, tout à dans fait. l'affaire. Tout à fait. Alors que bon, aux dernières nouvelles, c'est quand même le peuple qui a voté aussi, hein, mais bon, peu importe. Ouais, Enfin, je veux dire, en l'occurrence pour le parti, le NSDAP, mais peu importe. C'est ça. Et donc, ici, donc celui-ci est un membre de l'état-major allemand, et il s'est retrouvé notamment en lutte contre le chef de l'état-major, hein, Otto von Bülow, dont le nom parlera probablement aux amateurs d'histoire militaire allemande, qui va, au terme de la crise, se retrouver destitué. En fait, Otto von Bülow, lui, était favorable à une réponse très ferme, voire à une escalade militaire face à la Russie, ce que le chancelier voulait absolument éviter. Et Kurt von Schleicher, lui, va se positionner de manière à vouloir éviter le conflit. Il va se mettre du côté du chancelier, en pariant que celui-ci va réussir à sortir par le haut de la crise, ce qui va se passer, amenant finalement au remplacement d'Otto von Bülow par un proche de Schleicher, qui est Kurt von Hammerstein Eckord, qui va cimenter un peu plus l'influence de Schleicher au sein de l'état-major allemand. On reparlera un petit peu plus tard de ce bonhomme. Donc voilà pour le côté état-major allemand. Cependant, quand même la crise a été bien gérée par le chancelier. La relative, on va dire, image de faiblesse, parce que oui, faire de la diplomatie, c'est montrer qu'on est faible plutôt que de sortir les grosses armes pour aller écraser l'adversaire. Ça va pas plaire à Wilhelm II, qui va pousser à la démission le chancelier, qui va s'exécuter. Et on va aboutir à la nomination de image suivante. Ouais, je l'ai mise, il est très beau. Ouais. Ah ouais, il a aussi une tête de mec sympa. Et vous remarquerez que la plupart ont et c'est un fait, ils ont une cicatrice. Il y en a beaucoup qui l'ont, je pense que même dans les images que tu as mis, ça me m'étonnerait pas. C'est une tradition allemande, hein, c'est ce qu'on appelle un Schmiss, c'est une blessure dans un duel d'étudiants. C'était une grande tradition des sociétés d'étudiants allemands jusqu'à leur dissolution sous le régime national-socialiste. Mais voilà, beaucoup, si vous demandez pourquoi beaucoup ont une cicatrice sur la gueule, c'est à quasiment 100% pas lié à la guerre, mais lié au fait qu'ils ont été étudiants et que leur tradition était de se faire une cicatrice sur la gueule à coups d'épée dans des duels. Et c'est une... mais oui, c'est vraiment ultra répandu, hein, vraiment. La plupart ont ça sur la gueule. Voilà, c'était ma petite anecdote, voilà, en passant. Ça donne un petit côté dur, j'ai du vécu, j'ai le cuir épais. Exactement, mais beaucoup long, hein, vraiment, hein, c'est quelque chose. Et puis c'est à force de les voir en fait que j'avais fini par me poser la question. Et effectivement, c'est cette culture du duel, voilà, qui entraînait ça, et c'était une marque distinctive pour se reconnaître aussi entre ex-membres des sociétés d'étudiants. Peu importe. C'est sympa comme marque. Voilà. Bon. Bref, donc ce monsieur, Eduard Willy Kurt Herbert von Dirksen, va se retrouver être nommé chancelier. Et celui-ci a un cas un peu particulier, parce que, alors il va continuer de bénéficier du soutien de la coalition de Mars, sauf que beaucoup, dans la presse allemande surtout, vont voir la nomination de ce personnage comme une tentative de manœuvre de la part du Kaiser pour regagner un peu d'influence et de prise sur la vie politique. Parce que vous pouvez remarquer hein, que le Kaiser, on n'en parle pas beaucoup depuis Ouais, c'est vrai. Depuis le début. Et c'est d'autant plus vrai que déjà, même hors de cet univers-là, avant 14, j'en avais parlé avec l'affaire Eulenburg, on a une remise en cause générale de la nature d'un régime
qui ne répond finalement de rien devant son assemblée, et dans tout régime, de toute façon, l'assemblée élue finit par vouloir phagocyter les pouvoirs de celui qui ne l'est pas, c'est normal, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui déjà traversait la politique allemande avant même la guerre, dès le début du XXe siècle, une problématique entre effectivement le pouvoir impérial et ses nominations, et le pouvoir de l'assemblée, et le fait qu'il n'ait pas à répondre de certaines choses devant cette dernière qui posait problème. Ouais, il y a toujours eu un équilibre qui a tenté d'être renversé en faveur des parlementaires. C'est ça. Bah, là, pour le coup, ils ont réussi à l'arracher, hein, cet équilibre, avec la réforme de Mars, et donc la constitution de Mars avec ses amendements. Et ce bon Dirksen, eh ben, il est connu et en tant que tel accusé d'être en gros un yes man. Bon, ceux qui sont adeptes de cinéma connaissent sans doute un peu plus le terme. Donc monsieur qui dit oui à tout ce que dit celui qui le nomme, en l'occurrence le Kaiser. Et bah, c'est perçu comme vraiment une tentative de reprise en main de la vie politique allemande par Guillaume II, qui a vu beaucoup de son pouvoir s'effacer au profit justement de la pratique parlementaire telle qu'exercée dans les autres pays plus habitués à la chose et plus démocratiques, avec un gouvernement responsable devant, Ouais, tout devant à les fait. chambres. Ouais, bien sûr. Et ben cependant, ce yes man, il va rencontrer ses problèmes parce que il a une pratique très brutale de la politique. En tant que yes man, il considère que, un petit peu comme Monsieur Solf, il a à répondre surtout qu'à l'empereur. Et ça va causer un grand mécontentement au sein de la coalition, si bien que le LVP, donc les libéraux, vont quitter la coalition en 1935, ce qui va de fait faire perdre la majorité parlementaire à la coalition. Mais surprenamment, il n'y a pas d'élection anticipée. Il n'y a pas de nouvelle élection. Le gouvernement reste. Alors, bien sûr, il y a les membres du LVP au sein du gouvernement qui partent. Mais le chancelier se maintient. Parce qu'en fait, les deux partis d'opposition, opposition qui est qualifiée d'opposition perpétuelle, parce qu'ils ne sont jamais inclus depuis les débuts de l'époque de la coalition de Mars, ils ne sont jamais inclus dans les gouvernements. Donc ces membres de l'opposition perpétuelle, c'est le SPD à gauche, et le DVLP à droite, voire l'extrême droite même, qui préfère laisser pourrir la situation politique. En gros, un peu comme ce que fait aujourd'hui, on pourrait dire, le Rassemblement national en France, il laisse la situation se dégrader pour bénéficier du chaos politique ambiant, du mécontentement qui monte, et se poser comme des alternatives, et les seules alternatives qui pourraient marcher face à une coalition de Mars qui est de fait usée. On arrive en 1936 et la coalition elle est au pouvoir depuis 12 ans déjà. 12 ans, c'est particulièrement long. On rappelle, Macron, il a qu'à sa 9e année de mandat. Et pourtant, ça fait déjà très long. Oh, pour lui Donc, aussi, ouais, effectivement. Je pense que pour lui aussi, ça commence à devenir long. Il commence à être oui. affecté par l'exercice du pouvoir. Le pouvoir, ça marque beaucoup. Ouais, ça use. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là en 1936, au début du jeu avec l'Allemagne. La politique est paralysée. Le gouvernement a quasiment aucune marge de manœuvre. Et tout se fait dans l'attente d'une prochaine crise politique ou économique, ce sera économique, qui va rebattre les cartes et amener à de véritables changements et à de nouvelles élections. Oui, c'est là où on en est au début de la partie, ouais, c'est pour ça que c'est le bordel. Exactement. Okay. La situation est vraiment paralysée. Donc, image suivante, s'il te plaît. On retourne sur l'Allemagne et son empire en 1936. Donc, on voit, c'est l'occasion de faire un petit état des lieux en 1936. Donc, l'Allemagne propre en orange sur la carte. On a en beige de renseigner les pays qui sont membres de la Mitteleuropa, donc l'Union économique allemande. Donc, c'est tous les pays qui sont économiquement proches. Donc les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l'Irlande,
L'Irlande qui a récupéré l'Irlande du Nord, hein, par ailleurs à l'occasion de la Révolution britannique, et qui est dirigée par Michael Collins. L'Islande qui est liée au Danemark, l'Autriche-Hongrie, l'Espagne, la Bulgarie, l'Empire ottoman, ainsi que l'ordre sénésui, donc la Cyrénaïque, et les divers petits protectorats du Jabal Shammar en Arabie et le Yémen, ainsi que l'État de Géorgie et la République populaire d'Azerbaïdjan, dans le Caucase. On inclut évidemment tous les membres du Reichspakt, donc qui sont indiqués en vert cacadois sur la carte, donc qui sont les membres de l'alliance militaire centrée autour de l'Allemagne, donc avec l'Europe de l'Est ainsi que ce qui reste de la Belgique, ou aussi appelé Royaume de Flandre Wallonie, et le Maroc qui a été récupéré par l'Allemagne, et le reste en blanc clair qui sont les diverses colonies allemandes un peu partout dans le monde. J'avais oublié de préciser, oui, c'est vrai que l'Allemagne a récupéré une partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et l'autre, la moitié sud, a été sécurisée par le Dominion d'Australasie au nom de la couronne britannique. Bref, c'était pas crucial. Une Allemagne vitaminée, quoi. Ouais, c'est ça. Survitaminé, dont l'apparente puissance sur la carte le cauchemar de Rougeron, quoi. Ah oui, le cauchemar de beaucoup de gens, probablement. Le cauchemar du nationaliste français moyen, j'imagine. En général. Et donc, après cette revue politique générale, on va faire un petit tour cette fois-ci par les institutions militaires qu'on a pu brièvement aborder précédemment. Donc image suivante s'il te plaît. On va commencer par un petit état des lieux de l'armée. Donc l'armée allemande en 1936, c'est une armée particulièrement puissante, hein. C'est pas l'armée la plus imposante au monde parce que ce titre revient à l'armée russe, qui est plus massive, mais l'armée allemande est réputée comme étant, à l'instar de l'armée française en 1936, comme étant la meilleure du monde. Après tout, c'est elle qui a triomphé de la Weltkrieg, et qui a eu l'occasion de faire des démonstrations de force durant l'entre-deux-guerres. Ouais, qui a un statut sclérosant, malheureusement, quand on est le meilleur. Ouais. C'est dommage, mais on n'a pas envie de se dépasser. Complètement. C'est la position de vainqueur qui est confortable et, comme tu l'as dit, sclérosante pour ceux qui se reposent sur ses lauriers. Donc, cette armée, en fait, elle a comme principaux problèmes, donc c'est une armée qui est très forte, hein, qui compte environ 80 divisions pour des effectifs totaux d'environ 600 à 80 000 hommes, enfin non, pardon, 600 à 800 000 hommes, pardon, environ. Cependant, c'est une armée qui est très disparate. En fait, elle est divisée entre l'armée fédérale, donc j'imagine que ça doit être la Reichswehr dans son appellation officielle, et les diverses armées des États constituants, donc les États fédérés de l'Empire allemand. Donc l'armée de Bavière, du Bade-Württemberg, l'armée de Saxe. Oui, qui existe toujours dans cet univers, puisque la guerre a été gagnée. Donc, parce que c'est effectivement la défaite qui mettra fin à cet état de fait. Ruprecht von Bayern, typiquement, il est toujours là. Mm-hmm. Pour ne citer que lui. Donc, on a également comme souci une véritable domination du corps des officiers par des aristocrates, donc des Junkers, de manière générale. Ce qui est discutable, enfin même dans cet univers-là, ce qui aurait pu être discutable, parce que alors c'est vrai qu'on a toujours l'image de ces Junkers, l'image réelle, hein, même pendant la Seconde Guerre mondiale. On a le cas à l'inverse d'un Rommel ou d'un Model, parce que il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Pareil, j'en avais parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle. Je me demande si c'était pas sur les corps francs, la toute première que j'avais faite des foires aux livres, mais il y a une aristocratie des tranchées, alors qui est responsable de beaucoup de troubles après la guerre, hein, puisque la Reichswehr sera limitée par Versailles et donc va virer la plupart de ses officiers, mais je sais plus les chiffres, et puis c'est pas le but de les ressortir, mais il y a quelque chose comme la moitié des officiers de carrière qui meurent dans les 6 premiers mois de la guerre en 14-18 et qui sont remplacés par des hommes qui sont issus de la troupe, et
Il est probable que même avec une démobilisation dans le cadre d'une guerre victorieuse, il serait resté quand même en nombre dans l'armée en cas de victoire et qu'on aurait eu des remelles par paquet de 10. Hein. Mais on l'oublie, c'est juste que comme on l'oublie très souvent, cette refonte complète du monde des officiers dans l'armée allemande du fait des pertes dans la Première Guerre mondiale et donc de l'émergence de nouvelles figures, je me permettais de le repréciser. Et c'est vrai que dans cet univers-là, je ne sais pas quelle part ils auraient prise dans la nouvelle armée. Et je pense qu'ils auraient quand même représenté vraiment une part importante des effectifs des officiers, au moins subalternes, quoi. Effectivement, chez les grands officiers, je ne sais pas. Mais si, tu vois, comme j'ai dit, un Rommel ou un Model ont émergé, c'est qu'il y avait de la place, effectivement, pour beaucoup d'entre eux, quoi. Qui sont des hommes à la base de la Première Guerre mondiale et qui ne sont pas issus du monde des Junkers et du monde de l'aristocratie prussienne. Peu importe, c'était Alors tout à fait. mon Mais anecdote. justement, ah oui, non, mais c'est merci beaucoup. Mais c'est quand je dis qu'il y a une domination du corps des officiers par ces aristocrates, ils composent la majorité, justement. Mais il y a des hommes issus du rang des vétérans de la guerre qui ont su émerger. Typiquement, tu as cité Rommel. Rommel, il a émergé justement en tant que général. Il est général de division au début du jeu pour l'Asie de l'Est allemande, typiquement. D'accord. On a aussi des gens comme Guderian et tout ça qui sont là, bon, lui plutôt au service du Royaume de Pologne. Mais bref. Mais on a justement des officiers avec des aspirations réformatrices et avec une autre expérience du terrain qui a émergé de la guerre. Et ça amène donc à la principale division qu'il y a au sein de cette armée. C'est 3 camps, de manière générale, à propos de la doctrine que devrait avoir l'armée allemande. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles ils s'accordent tous. En tant que bons héritiers de Frédéric II et de la Prusse qui va réussir à unifier l'Allemagne avec la guerre prusso-autrichienne et franco-prussienne, donc de 64 et de 70. Tous les officiers sont d'accord sur l'importance de la mobilité, sur le fait que l'armée doit être manœuvrière, rapide, et donc il y a une conscience générale de l'importance de la motorisation, de l'utilisation potentiellement des chars, et même de l'aviation de manière générale. Cependant, les divers camps en termes de doctrine au sein de l'armée vont se distinguer par d'autres volontés de changement ou non au sein de l'armée. Pour faire simple, on a en gros ce qu'on va qualifier de vieille garde, donc ils sont les vieux officiers, les anciens officiers Junkers qui ont fait la guerre, qui sont là depuis longtemps, qui sont pour conserver l'armée telle qu'elle est. Bien sûr avec un aspect de modernisation matérielle, mais en gros ne pas changer les choses plus que ça. On a le camp le plus important qui est le camp des réformistes, dont typiquement fait partie Kurt von Schleicher, qui est le plus fourni au sein des officiers d'en bas. Eux sont favorables en fait à une professionnalisation de l'armée, donc non plus une armée de conscription, ou du moins la création d'un noyau dur véritablement professionnel d'armée, une unification, donc la fin des armées des États et la création d'une armée unique, une modernisation centrée autour de l'arme blindée et d'une coopération plus importante entre l'armée de l'air et les forces au sol, ainsi que, ce qui fait d'eux véritablement des réformistes, la possibilité d'ouvrir le corps des officiers à des gens du commun en fait, le rendre plus accessible à ceux qui ne sont pas de haute naissance. Leur figure de tête, donc c'est le monsieur moustachu qu'on peut voir au premier plan avec ses jumelles, qui est Johannes Friedrich Leopold von Sicht, surnommé Hans, qui a été durant
durant le début de la période de la coalition de Mars, qui a été secrétaire responsable de l'armée et qui va entreprendre des réformes assez radicales au sein de celle-ci. Mais il va être éjecté par des manœuvres de l'état-major en 1925, après avoir tout de même pu léguer quelques réformes à cette armée, notamment le détachement des forces aériennes de l'armée de terre, menant à la création d'une armée de l'air. Et qui est Donc un homme voilà. dans les faits excessivement important pour les débuts de la Reichswehr et sa reconstruction après la perte de la Première Guerre mondiale. Bah, on y est encore une fois dans la continuité, dans la logique, hein. Après tout, Ouais, bien sûr, bah, de toute les façon, il hommes y a pas de, bien sûr, intelligents bien sûr, il y a pas de raison qu'ils restent. disparaissent, hein, tout à fait. Hein. Ouais, c'est ça. À moins d'une malheureuse balle, bon bah voilà, les gens intelligents restent et ils ont toujours l'occasion de contribuer. Donc image suivante s'il te plaît. Mhm. Donc où on voit quelques magnifiques petits Panzershift, donc cuirassés de poche et autres croiseurs de la Kaiserliche Marine. Bon, c'est une image de la Kriegsmarine, mais faites comme si c'était la Kaiserliche Marine. Et donc cette flotte allemande, donc qui répond à ce doux nom que je ne vais pas encore une fois prononcer pour ne pas à nouveau me répéter, est de fait, en 1936, la flotte la plus importante au monde. Suivi de près par les flottes japonaises, états-uniennes et de l'Union de Bretagne. Mais elle reste la flotte la plus importante. Notamment, elle domine par une très grande emphase mise sur la puissance de feu. C'est une flotte qui compte énormément de cuirassés et de croiseurs lourds dans ses rangs. Bien qu'on note la présence de quelques porte-avions, surtout là pour l'expérimentation, et qui sont de manière générale assez légers. Ouais, puis En opposition typiquement. on est qu'en 1936. Hein, à cette Oui, époque-là, même dans d'autres endroits, les flottes de porte-avions sont quand même modérément importantes. oui, tout à fait. Mais là où c'est important, c'est qu'en 1936, dans cet univers, le Japon a vraiment beaucoup plus investi typiquement dans sa force de porte-avions. Et le Japon a la plus importante flotte de porte-avions au monde à ce moment-là. C'est pour ça que ça vaut le coup d'être noté, surtout quand on connaît a posteriori l'influence que vont avoir les porte-avions sur la guerre navale. Et pour noter justement cette différenciation, hein, une flotte qui est beaucoup plus axée sur la puissance de feu à l'ancienne, plutôt que la projection de puissance lointaine avec les porte-avions. Mais cette flotte, en fait, elle est très importante, mais elle souffre du fait d'être divisée en 3 parties. Parce qu'elle doit couvrir un empire qui, je le rappelle, est énorme. Et c'est une flotte qui, elle n'est pas aussi imposante que la Royal Navy à l'époque de sa pleine puissance. Ou même typiquement que la Royal Navy à la même époque pour nous. Donc c'est très compliqué. Et on a une division en 3 corps. Le corps principal de la flotte, qui est surtout composé des navires les plus lourds et les plus puissants qui sont en Europe, hein, basés à Wilhelmshaven et autres bases importantes de la marine allemande. Une partie en Afrique, donc une sur la côte, une assignée à l'Atlantique Sud et une autre à l'océan Indien. Et la deuxième partie la plus importante de la flotte, qui est basée en Asie de l'Est, et sous le commandement de l'amiral von Muck, si je ne me trompe pas, Helmut von Muck, qui est le gouverneur de l'Asie de l'Est allemande, qui voit en fait la concentration de la plupart des porte-avions allemands dans une perspective d'opposition justement à la marine impériale japonaise. Et comme et d'ailleurs ça se répercute dans le jeu, dans les possibilités de choix, à l'instar de l'armée, la marine allemande est traversée par des courants sur la tactique à adopter pour l'avenir. Elle est représentée par 2 écoles principales avec leur figure de proue. Donc la première qui est menée par Heinrich Raeder,
qui est connu, hein, c'était le commandant en chef de la Kriegsmarine jusqu'en 43, je crois, avant qu'il ne soit remplacé par Karl von Dönitz. Enfin, Karl Dönitz, je crois pas qu'il est fun. Ça me dit rien non plus, Euh, non. Mais bon, peu importe, je vais ouais, pas t'interrompre pour des conneries. bon, pas de souci. Donc Raeder, qui, en gros, lui, est favorable au développement des porte-avions et de tout ce qui est vaisseau rapide pour permettre une intervention rapide à l'échelle globale de l'Empire en cas de conflit. Donc lui, ce qu'il faut retenir, c'est rapidité et projection de puissance dans une logique de flotte qui doit protéger un empire mondial et qui est plus dans une perspective de réforme par rapport à la composition actuelle de la flotte allemande. Et sur un côté un peu plus traditionnel, on a monsieur Wolfgang Wegener, qui est favorable c'est comme ça que c'est indiqué, un engagement décisif et rapide contre les flottes syndicalistes, donc de l'Union de Bretagne, qui représente la principale menace, et dans une moindre mesure la flotte de la Commune de France, qui est notable, mais qui se ferait rétamer par la flotte allemande en opposition singulière. Et l'idée, c'est on s'appuie sur les vaisseaux capitaux avec une grande puissance de feu, donc les cuirassés, les croiseurs lourds, les croiseurs de bataille, qu'on reste sur la même doctrine de envoyer le plus de plomb sur l'ennemi et l'écraser sous le feu, dans une perspective de pouvoir contester le plus rapidement le contrôle des mers aux puissances syndicalistes pour étouffer à terme celles-ci en les isolant du commerce mondial, avec notamment l'utilisation de U-boats que l'Allemagne avait déjà allègrement utilisé durant la Première Guerre. Et donc, ensuite, image suivante s'il te plaît, on passe aux forces aériennes. Donc, alors, je vais essayer de le prononcer, qui porte le doux nom de Luftstreitkräfte. Donc, c'est pas la Luftwaffe cette fois-ci, qui a été créée, alors non pas, comme je l'indiquais plus tôt, en 1925, mais en 1927, en tant que l'une des dernières réformes de Monsieur Sicht. Et donc, cette flotte, à l'instar des deux entités précédemment citées, est la plus importante du monde. Alors, sauf pour l'armée, encore une fois. Hein. C'est la flotte aérienne la plus imposante au monde, qui compte de nombreux bombardiers en son sein, surtout des bombardiers tactiques, hein, donc comme sur l'image, hein, des Henschel 111, mais aussi des Junker 88, qui sont un petit peu plus récents, et qui est très axé dans une doctrine de soutien des opérations au sol. De manière générale, c'est une approche très opérationnelle où on va avoir du bombardement de positions ennemies et qui est véritablement tributaire des apprentissages de la Première Guerre mondiale. Hein. Les bombardements menés en opération pour perturber l'adversaire, pour l'affaiblir et pour frapper des positions stratégiques. Il n'y a rien de véritablement innovant. Et encore une fois, on a des conflits doctrinaux, cette fois-ci entre 3 branches principales, qui sont donc la faction dite de la guerre aérienne opérationnelle, menée par Walter Wever, Walter Wever. Oh, Walter, c'était bon. Ouais, Walter. Qui, en gros, est pour rester sur un statu quo, et l'utilisation de bombardiers tactiques qui ont le bon goût d'être souples, avoir une bonne portée, être capable de faire du soutien opérationnel, mais aussi de pouvoir faire du bombardement conventionnel, tout en soutenant les opérations au sol. Donc ça, c'est la voie actuelle, et c'est la voie standard. On a aussi une faction dite de traditionalistes, menée par Wolfram von Richthofen, donc le cousin de Manfred,
Manfred, hein, qui est bel et bien mort, hein, ici. Contrairement aux anciennes versions de Kaiserreich, hein, où Manfred von Richthofen était encore vivant. Dans les vieilles versions, il était toujours vivant et il était le patron justement des forces aériennes allemandes. Sauf que là, il est bien mort. Donc cette faction qui privilégie, elle, plus la production de petits appareils pour faire du soutien rapproché, donc typiquement des Junker 87 Stuka, donc qu'on peut abréger en CAS, hein, Close Air Support. Donc production de plein d'appareils pour en faire du soutien très rapproché, mais manquant de capacité de projection à terme. Et une faction beaucoup plus marginale qu'on va pouvoir qualifier de Douai-Tienne, donc héritage de Douai, hein, le père du bombardement stratégique, qui est menée par Robert Knoss, qui, vous pouvez vous en douter, au vu de ses inspirations, est surtout favorable à la constitution d'une flotte de bombardiers stratégiques pour aller taper les industries ennemies, les infrastructures essentielles, mais fatalement réduire la capacité de soutien des opérations de terrain. Donc bon, pour le coup, en jeu, c'est à vous de choisir à quelle sauce vous voulez vos forces aériennes. Donc, après ça, on va faire un petit tour par les relations internationales de l'Allemagne pour ensuite aller vers les développements possibles de l'Allemagne en jeu. Donc sur le plan des relations internationales, c'est moins riche qu'avec la Russie et c'est assez simple. Oui, En premier lieu, on a... logique, hein. Oui, Du fait de son statut et compagnie, ça paraît assez logique. Quoi. ouais, c'est ça. Quand t'es au sommet, on va dire que les relations sont un peu plus simples, on va dire ça, euh, dans le positif comme dans le négatif. Donc on a en première sphère d'influence le Reichspakt même, donc qui est l'alliance militaire qui lie l'Allemagne avec ses États clients. Hein. Alliance qui est dirigée principalement, au vu de son territoire, contre la Russie, vu que elle a bouffé beaucoup de territoire, elle a bouffé surtout du territoire russe, et contre l'international, notamment avec le royaume de Flandre-Wallonie, anciennement Belgique. Donc ce sont des États clients hein, dont les gouvernements sont fidèles à l'Allemagne, mais qui ne sont pas non plus immunisés à des courants de contestation interne et diverses tensions qui peuvent les amener à prendre des distances, on va dire, voire à se retourner contre l'Allemagne. Ensuite, de manière un petit peu plus large, on a les anciens membres des puissances centrales, donc l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et l'Empire ottoman, avec qui les relations restent bonnes, globalement cordiales, même si les relations avec la Bulgarie sont un peu plus tendues, du fait que leur Premier ministre est un germanophobe assez affirmé. Mais on a toujours une coopération économique assez importante, notamment marquée par le fait que ces pays sont membres de la Mitteleuropa, donc l'Union économique. On a aussi un rapport avec le mandat, donc les Legation City en Chine, qui est une relation assez simple. Hein. L'Allemagne est un membre garant des Legation Cities et un membre du Conseil consulaire, donc c'est la réunion des différents consuls internationaux des puissances présentes en Chine, qui décident de la politique à mener vis-à-vis de la Chine. Voilà, c'est une relation assez simple. Je vous laisse deviner que les relations avec la Chine sont un peu plus compliquées. Cependant, le gouvernement officiel chinois, dirigé depuis Beijing par la clique du Dili, est relativement pro-allemande. Mais le sentiment en Chine varie fortement, notamment au sein de ce qui reste du Kuomintang, qui est très acide et amer vis-à-vis de sa défaite aux mains des Allemands. Ensuite, on a des rapports avec l'international, donc les syndicalistes, qui sont assez tendus. De manière générale, les tensions montent plus le temps passe.
la France, enfin la Commune de France se réarme, l'Union de Bretagne se réarme aussi, surtout sur le plan naval, euh, et la population allemande est traversée par un très large sentiment antisyndicaliste, euh, ce qui n'empêche pas, comme on a pu le constater, une grande popularité du SPD, hein, parce que le SPD affirme bien son opposition au syndicalisme et son attachement justement au fonctionnement de la démocratie allemande telle qu'elle est actuellement. Bref, ils sont sociodémocrates et beaucoup moins Oui, socialistes il y a une dans l'idée. opposition, même socialisme, enfin bon, en l'occurrence, il n'y a pas de bolchevisme, c'est du syndicalisme, mais il y a C'est ça. toujours eu cette opposition entre socialisme et, et le reste de l'extrême gauche. Ce qui conduira en C'est France en ça. 1920 au congrès de Tours et tout ça, de toute façon, ça a toujours été le cas. C'est ça, c'est les fameuses tensions entre socialistes réformateurs et révolutionnaires, tout ça, tout ça. Donc, sur l'autre versant de l'opposition à l'Allemagne, on a la Russie. Donc, bah, c'est la même chose. Les tensions montent, surtout depuis 1934 et l'élection de Savinkov. Les relations étaient stables hein, pendant l'entre-deux-guerres avant 1934, de par la dépendance économique de la Russie à l'Allemagne, mais avec l'arrivée au pouvoir de Savinkov, les relations se tendent vraiment de manière beaucoup plus affirmée, surtout que celui-ci tient une rhétorique ouvertement hostile à l'Allemagne et revancharde. Mais bah, la Russie reste très liée encore, notamment par les accords de Vilnius, avec l'Allemagne en termes économiques. La pénétration de l'économie russe par les intérêts allemands est très importante encore en 1936. Et c'est quelque chose bah, contre lequel bah, le joueur russe, typiquement, doit lutter en vue de la préparation de la guerre. Face aux anciens adversaires, donc le Canada, donc anciennement Royaume-Uni en termes de gouvernement, et la République française, donc réfugiée en Afrique, les rapports sont pas super bons, essentiellement parce qu'il y a eu la guerre, mais surtout du côté de la République française parce que l'Allemagne a officiellement reconnu la Commune de France comme le gouvernement officiel français. L'Allemagne ne reconnaît pas la République française comme un gouvernement officiel et légitime. Bon, de fait, c'est comme Taïwan aujourd'hui, hein, c'est un gouvernement de fait, mais il n'est pas reconnu officiellement, ce qui n'aide pas à apaiser les relations. Et en dernière relation majeure, c'est avec le Japon. Donc là où on est sur une opposition entre leurs intérêts en Extrême-Orient. Le Japon veut sécuriser ses intérêts en Chine, notamment au travers de son allié dans la clique du Fengtian, Zhang Zuolin, et réduire l'influence allemande, si ce n'est la dégager complètement de Chine et idéalement d'Asie de l'Est de manière générale. Si bien qu'une guerre entre le Japon et l'Allemagne pour le contrôle des colonies allemandes est inévitable dans le jeu. Et l'intérêt principal du Japon, eh ben, c'est de se préparer à cette guerre et à la gestion des affaires chinoises pendant tout ce temps. Le Japon est destiné à rentrer en guerre contre l'Allemagne, tout comme l'international et la Russie. Donc une guerre sur 3 fronts qui s'annonce particulièrement tendue, mais qui sera contrebalancée par l'intervention entre autres de l'Entente contre l'international. Bon, ça aiderait un peu plus si l'Entente était autre chose que des puissances moribondes réfugiées dans leur colonie, mais bon, on peut pas tout avoir. Ah, Et après tout, dans la faut apprendre pratique. bien. Ouais, c'est ça. C'est pas aussi simple. Et donc, en termes de développement Oui, pour l'Allemagne, d'ailleurs, je te propose qu'on conclue là-dessus. ouais, Je sais que tu avais prévu d'évoquer les États pas de souci. aux frontières, mais comme ça fait déjà 1h40, j'ai peur qu'on se rajoute encore pas mal de temps. Ça risque d'être un petit peu trop long. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais finir sur les développements et les voies de l'Allemagne. Donc, en 1936, en gros, on va avoir la crise de 1936, donc avec le lundi noir, qui va foutre à plat toutes les économies capitalistes, enfin, fonctionnement capitaliste dans le monde.
Bon, l'économie japonaise va un peu mieux s'en tirer parce qu'elle est relativement isolée des autres. Et ça va amener à la chute du gouvernement Dirksen et l'arrivée aux manettes de Kurt von Schleicher. Et va s'enclencher alors une lutte de pouvoir. Donc je vais commencer par l'hypothèse, on va faire de gauche à droite, On va faire considérant que Schleicher est le centre. l'hypothèse que le joueur ne clique pas sur tout ce qu'il voit comme moi, quoi. C'est ça, on va partir du principe qu'il sait ce qu'il fait et qu'il panique pas, ou pas trop. Donc, la première hypothèse qu'on va aborder, c'est l'hypothèse de la formation d'un gouvernement SPD à la suite du gouvernement Schleicher, et où Schleicher aurait échoué à sécuriser suffisamment de soutien. Donc, image 24, s'il te plaît. Mhm. Donc, qui est petite représentation dans le jeu du SPD, voilà. Tu peux passer aux suivantes, hein, donc qui sont les deux présidents. Alors, le président et le coprésident du SPD. Donc, Hermann Müller, hein, qui a l'air d'être quelqu'un de très sympathique et joyeux. Un homme crapaud, quoi. Ouais. Et quelqu'un qui a l'air un peu plus sympa, un peu, hein, Otto Wels, qui va mourir, lui, je crois, en 1936, donc il en a plus pour très longtemps. Qui sont les deux figures de proue du parti. Et en gros, la voie social-démocrate, c'est, vous pouvez vous en douter, hein, une accentuation du parlementarisme, un renouveau de la libéralisation politique au sein du pays, la mise en place de politiques sociales, et la sécurisation, on va dire, des acquis démocratiques allemands après la déstabilisation de la coalition de Mars, qui aurait pu jeter le doute justement sur la viabilité de la démocratie en Allemagne. Mais le SPD se fait alors le champion de la préservation de la constitution de Mars. Et en fonction de, à partir du principe que l'Allemagne gagne la deuxième Weltkrieg, et dans cette perspective-là, la démocratie en Allemagne est véritablement sécurisée et le pluralisme démocratique s'installe de manière durable en Allemagne. Donc c'est la voie démocratique, c'est la voie qu'on peut qualifier de manière assez manichéenne comme gentille. Voilà, c'est important d'être gentil. C'est très important. On est d'ailleurs très gentil ici. Exactement. Ensuite, de l'autre côté du spectre, on a la voie qu'on va considérer comme étant beaucoup moins gentille, qui est la voie du DVLP. Donc là, c'est l'hypothèse où c'est l'extrême droite, cette fois-ci, qui sort gagnante de la lutte de pouvoir qui conclut le gouvernement Schleicher. Et donc tu peux mettre les 25.1 et 25.2, hein, celles que tu veux. Deux jolis bonhommes. Donc le DVLP qui est dirigé par Christian August Ulrich von Hassel. Qui a la même cicatrice, je le précise. Ouais. Hassel, qui était, je crois, un membre des corps francs. C'est possible, hein, c'est possible. J'avoue que je les connais tous, je les connais plus tous personnellement non plus. Hein. Les noms, tu sais, au bout d'un moment, ça passe. En tout cas, il a une tronche bien sympathique. C'est le président actuel du DVLP et lui il représente un courant au sein du DVLP qui est le courant dit national révolutionnaire. Donc là pour le coup on est dans l'extrême droite pur jus, mais une extrême droite quand même assez moderne parce qu'on n'est pas sur la réaction. On n'est pas sur de gros réactionnaires. Donc l'idée c'est en fait c'est une espèce de proto-fascisme. Création d'un homme nouveau, dévotion à l'État, transformation des institutions.
Alors par curiosité, Et je t'interromps juste une seconde. Non, il a pas fait partie des corps francs puisque le pauvre était inapte au combat parce qu'il a pris une balle dès 1914, donc il a pas fait grand chose. Il a juste rejoint effectivement le parti de Cap, tout ça. Donc peut-être qu'il a participé à cette marche sur Berlin malheureuse. Et non, j'ai vu il a été exécuté effectivement parce qu'il a participé au coup d'État suite à l'attentat de juillet 44 contre Hitler. Il était opposant au nazisme, ma foi. On en apprend d'accord. tous les jours. Ah bah c'est curieux pour un national révolutionnaire, mais après tout, quand les extrêmes droites se combattent, Ah oui, oui, puis il y c'est a des choses, enfin, c'est marrant. il y a eu, encore une fois, Van Salomon le raconte beaucoup dans le questionnaire, il y a eu effectivement beaucoup de combats et de choses qui ne sont pas passées, notamment avec la nuit des longs couteaux et compagnie. Il y a beaucoup de gens de l'extrême droite allemande qui ont basculé dans une opposition au national-socialisme par certaines valeurs qui lui reprochait une trahison qui reprochait à Hitler, notamment sur des aspects populistes et compagnie. Voilà, bon, il y a plein de choses qui entrent en compte. Il y a plein de choses qui ne sont pas passées et plein d'actes qui n'ont pas été pardonnés. Bref, mais tant que la guerre était gagnée aussi, il faut dire que tant que la guerre se gagnait, tout le monde se taisait un petit peu, hein, ce qui est un peu normal aussi. Ouais. Mais là, du coup, bah, c'est, donc Hassel ici incarne, du coup, ce courant national révolutionnaire qui a réussi à émerger au sein du parti, donc du DVLP, et qui a donné un nouveau souffle au parti, pendant l'entre-deux-guerres en c'est un peu la même dynamique qu'avec le NSDAP, c'est-à-dire que ça en a fait un parti véritablement plus populaire qui parlait à la classe moyenne et aux petites gens désœuvrés, et non plus seulement aux Junkers et aux bourgeois de manière générale, qui aspiraient à un retour à un ordre ancien. Parce que la 22-5, son alter ego, qui est le vice-président du parti, Alfred Ernest Christian Alexander Hugenberg, bon, on va parler d'Hugenberg hein, simplement, lui est le représentant beaucoup plus traditionnel de cette extrême droite réactionnaire, monarchiste, on va dire, euh, au sein du parti. De même que bah, dans la véritable entre-deux-guerres pour nous, hein, Hugenberg, c'était un grand patron, je crois, de presse ou d'industrie, euh, qui avait une assez grande influence sur la politique allemande et notamment sur son volet droitier. Bref. Et donc, bah, la voie avec le DVLP, c'est aller vers un État totalitaire et ce qui est appelé bah, une révolution conservatrice, qui n'est pas la révolution conservatrice euh, qui a eu lieu dans les années 30 pour nous. Là, on est sur un un conservatisme un peu plus énervé, je pense. Ah, la révolution Euh, conservatrice, oui, il n'y a pas grand chose à voir. C'est d'ailleurs plus un mouvement même oui, intellectuel, mais d'ailleurs c'est plus les années 20 c'est que les ça. années 30, mais peu importe. Mm. Oui, c'est ça. Bah, le mouvement intellectuel qui, là, en fait, se concrétiserait en choses politiques et qui se distinguerait justement de notre version qu'on connaît. Bref, c'est la version extrême droite de l'Allemagne qui serait très énervée. Et image 26, l'autre voie, la dernière, qui est, on va dire, un peu plus la voie du centre, qui est avec le gouvernement Schleicher. En fait, si Schleicher parvient à manœuvrer pour garder les oppositions divisées, ne pas se faire renverser ni par le SPD ni par le DVLP, et parvient à faire passer donc l'Enablement Act, je crois que c'est son nom, qui vise à lui donner des pouvoirs exceptionnels pour gérer la crise qui frappe l'Allemagne. Et lui, son projet, euh, c'est quelque chose d'assez particulier parce que il peut arborer des aspects de démocratie en contentant des démocrates de droite ou de gauche, ça dépend comment on l'incarne. Euh, donc conservateurs ou plutôt libéraux. Et son objectif, c'est une centralisation véritablement de l'État allemand, qui je le rappelle est un État fédéral. Euh, une création de véritable verticalité, hein, donc une création d'une armée unique. Et son idée, c'est de préparer l'Allemagne à la guerre. Il a une conscience très aiguë, bon, comme la plupart des officiers allemands, que va y avoir une guerre contre l'international et contre la Russie. Et lui, son objectif, c'est de tourner le pays vers la préparation à cette guerre.
Et donc, pour ce faire, il veut doter l'Allemagne des meilleures institutions possibles pour pouvoir encaisser une guerre. L'idée, c'est de donner le plus de cartes en main au chancelier et à l'armée pour que la guerre puisse être gagnée et aboutir à la paix la plus favorable. En un sens, c'est une voie qui est aussi totalitaire, mais plus militariste que totalitaire dans le sens du DVLP, parce que c'est pas tant un conservateur ou un réactionnaire que ça, c'est surtout, encore une fois, un militaire. Euh, et bien, si la guerre est gagnée avec lui, en gros, son parti dans le jeu est considéré comme des démocrates autoritaires. Et si jamais il remporte la guerre, il finit par démissionner de son poste de chancelier et il est succédé soit par un membre du parti des conservateurs, donc le DKP, soit par un membre du parti paternal autocrate, donc qui incarne en fait les militaires. Donc on est quand même sur quelque chose qui s'inscrit beaucoup plus dans la droite dure, mais on n'est pas sur quelque chose d'aussi énervé que le DVLP. Et, Oui, moins c'est aussi politique, quoi. probablement la voie la plus dure à atteindre. Je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Bah, c'est l'équilibre en fait, ne pas se faire bouffer par l'une ou l'autre des oppositions. Donc c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à atteindre. Bon, mon conseil sera cliquer au hasard, vous verrez bien ce qui se passe de toute façon. Ma Ne foi. faites absolument pas ça si vous voulez jouer. Non, je vous confirme, c'est très compliqué. Mais bon, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Soit, bah ok, nickel. Ouais, je te propose d'arrêter là parce qu'on en a encore pour pas mal de temps avec les états satellites. Et puis je sais que pour le faire assez souvent, c'est pas forcément simple de tenir 2h30 de parole. Donc c'est pas au bout d'un moment, c'est plus un plaisir, quoi. Ça devient un peu une charge aussi. Donc c'est mieux si on s'arrête ici, ce qui était déjà pas mal. Bah écoute, en premier lieu, je te remercie. En second, on a vu encore une fois la richesse de cet univers où il y a quand même un vrai travail qui est fourni, où les mecs se sont emmerdés à créer beaucoup de choses quand même qui n'existent pas dans le jeu, puisque tout ce qui se passe avant 36 de fait n'existe pas dans la partie que l'on joue, où on commence à une date précise. Donc bon, il y a eu quand même un travail qui a été fait pour donner de la cohérence à tout ça. On le voit au travers des deux exemples des deux pays qu'on a vus. Donc un travail important. Et ma foi, bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. Et puis on se retrouvera dans 2 semaines ou quand tu veux, il n'y a pas de souci. On avait prévu ça, mais tu fais comme tu peux pour parler d'autres choses ou pour revenir effectivement sur tous ces états satellites dont on n'a pas parlé au travers d'une vidéo peut-être plus courte. Comme tu le sens, comme tu veux, tu me tiendras au courant de ce que tu préfères faire et de quand tu peux le faire. Comme d'habitude, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, il n'y a pas de souci là-dessus. À partir du moment où on fait appel aux bonnes volontés, on fait avec ces dernières et comme elles peuvent le faire. Voilà, bah écoute, je te remercie encore une fois. Et puis, bah écoute, je te dis à bientôt. Et puis, à bientôt tout le monde. Alors, juste en passant, donc vendredi, la partie est annulée puisque je suis absent. Et dimanche, peut-être que je tournerai la vidéo demain en avance et je la posterai dimanche, la vidéo littéraire, parce que je suis pas sûr de pouvoir rentrer dans les temps. Donc du coup, voilà, on se retrouvera peut-être pour un prochain stream mercredi prochain, pas avant, mais voilà, ça ne change pas grand-chose au programme, on va essayer d'assurer ce qui doit être assuré. Voilà, bah écoute, je te remercie encore une fois, je souhaite du coup une bonne fin de semaine à tout le monde, et puis une bonne soirée, même s'il est déjà tard. Je te remercie encore une fois, et puis donc à bientôt tout le monde. Merci, bonne soirée.